J'y vais. Alors, juste un point sur les aspects agricoles. C'est ici qu'on change. Avec brièvement quelques enjeux. Parmi les différentes sources de rupture, il y a quand même le contexte politique et économique. Et puis, une illustration pour voir si vous, en tout cas les acteurs du bassin, veulent mettre en place un des plusieurs projets, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement repartir des outils existants sur les aspects agricoles. Alors ici, bon, je vais passer assez vite. Pardon, quand même, je suis un peu trop vite. Voilà, c'est celle-là. Donc, on sait qu'on a une agriculture, on ne va pas toute la redécrire, très diversifiée. Hein, rien à voir entre, évidemment, la tête de bassin et le bas. Ici, vous avez, bon, vous reconnaîtrez en mauve la viticulture, en vert plutôt l'élevage, des zones de noyers, d'arboriculture, en rouge autour des rivières. Ça, c'est le produit, évidemment, de l'histoire. Hein. On fait, quand on a un sol basaltique avec 8 cm de terre sur du basalte et pas de nappe phréatique, c'est pas facile de faire de la betterave. En tout cas, il y en a peut-être qui ont essayé, mais la sélection naturelle s'en est chargée. Donc, on est plutôt des zones d'élevage là-haut. Et puis, on a des adaptations aussi aux structures, c'est-à-dire des zones de petites structures. Encore une fois, les aspects historiques, on va développer des palmipèdes, des choses comme ça. On a donc un ensemble qui est conditionné à la fois par la pédologie, l'agronomie et puis le côté historique. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a certaines caractéristiques assez globales. Déjà, il reste une agriculture très diversifiée par rapport à ce qu'on a dans le bassin parisien, des choses comme ça. On a de la polyculture élevage, on a de l'élevage, on a rarement des monocultures, à part quelques zones. Ça, on verra tout à l'heure que ça peut être quand même un atout face aux évolutions à venir. On a une agriculture qui reste tout à fait familiale. On a une agriculture qui est associée souvent à d'autres activités assez intégrées. On est passé ce matin devant un grand camping. À côté, il y avait 2 agriculteurs qui vendaient leur miel et leur foie gras. Là, on a des PIB départementaux où l'agriculture est à peu près l'équivalent du tourisme dans certains départements comme celui-ci. Donc, il y a des associations possibles, des synergies. On a une agriculture qui va plutôt miser sur quand même des produits de qualité, que ce soit les AOC en tête de bassin, la viticulture en bas, tout un ensemble de produits à la fois avec plus de valeur ajoutée peut-être que ce qu'on a dans d'autres régions, et puis cet accent sur la qualité, ça on verra aussi que c'est quelque chose qui actuellement peut être quand même un gros avantage. Et puis on a éventuellement aussi des complémentarités qui sont peut-être pas suffisamment exploitées. S'il y avait plus de céréales qui pouvaient aller un peu en haut, il y aurait peut-être les zones d'élevage naisseurs qui pourraient engraisser un peu plus, ou en tout cas on pourrait imaginer des choses comme ça. On sait bien que les naisseurs historiquement gagnent moins d'argent que les autres. Regardez l'évolution de l'AJ Auxerre et de l'AS Monaco sur les 20 dernières années, eh bien, on pourrait éventuellement aussi avoir de la paille qui remonte pour faire du fumier plutôt que des pentes des lisiers, ce qui pourrait avoir des avantages agronomiques. On peut penser qu'il y a des projets de territoire qui auraient un sens, ne serait-ce que sur le plan physique. Alors là-dessus, on va avoir quand même plusieurs sources d'évolution dans les années à venir. On a déjà, ça on en a pas mal parlé, l'aspect changement climatique. Donc ça a déjà été bien évoqué par les précédents intervenants, qui est quand même très très fort en forêt, en sylviculture, en viticulture, on vient de le voir, mais qui touche aussi les ressources en herbe. Juste une carte, c'est quand même la distribution là, du chêne pédonculé. Ça, c'est 3 modèles climatiques qui présentent des évolutions. En rouge, ça veut dire qu'il va disparaître. On a à peu près la même carte pour le pin sylvestre. Pour le hêtre, les modèles sont beaucoup moins convergents. Mais enfin, les cartes à l'horizon 2070, c'est quand même que les températures sont aussi trop chaudes pour le hêtre, à part dans les Ardennes, grosso modo, et qu'il y a une remontée de ce petit chêne vert méditerranéen sur une très très grande partie du sud-ouest. Le petit chêne vert, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Il y a à peu près que les gens du Midi qui pensent que c'est un vrai arbre. Mais à Montpellier, ils appellent ça des forêts, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vu de forêt. Et c'est quand même une espèce qui n'est pas, qui est tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, la ressource en eau, tout ça, on l'a déjà vu. Ça, ce premier enjeu climatique, il est quand même important, bien sûr. On l'a vu pour la viticulture, pour l'avenir de l'élevage, pour les ressources en eau. Il y a aussi des aspects qui ont été évoqués d'espèces invasives. Là, sans vouloir faire trop paniquer, il y a quand même des gens qui pensent que cette bactérie qui a commencé à toucher les oliviers en Italie et d'autres arbres en Espagne, la Xylella fastidia, c'est un peu le phylloxéra, ça pourrait être le phylloxéra moderne, c'est-à-dire qu'elle peut toucher 200 espèces d'arbres et d'arbustes agricoles et environnementaux. Donc ça pourrait être quand même quelque chose de très très important, y compris sur des espèces qui actuellement nous paraissent un petit peu comme une solution. Je pense aux noix, aux noisettes ou des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des grands risques sur des choses sur lesquelles on parie. Pour information, devant l'avancée de cette bactérie en Italie, le Texas a planté 8 millions d'oliviers, en espérant que l'olive, enfin en espérant, je ne sais pas, c'est peut-être un peu cynique, mais enfin, que l'huile d'olive allait disparaître en Europe et devenir un grand producteur. Ça pourrait être quand même des choses aussi tout à fait importantes. Alors, au niveau des conditions économiques, ce qu'on voit un petit peu, c'est quand même, là c'est assez discuté, puisque la prospective déjà en économie à l'horizon 3 mois, c'est pas évident, alors à l'horizon 2050, ça devient encore moins, mais enfin on a quand même l'impression que là il y a eu une période assez favorable pendant 7-8 ans sur les céréales, 2006, 2014, 2013 on va dire, des prix très très élevés des céréales qui ont induit des changements, une généralisation du maïs, l'INSEE appelle ça la céréalisation du sud-ouest de la France, une baisse des revenus concomitantes dans les élevages en particulier qui se traduisent par une très forte disparition des élevages laitiers sur l'ensemble du bassin, enfin une très forte diminution. On a eu des politiques qui ont cherché à compenser l'élevage avec un redéploiement des aides pendant 5 ans quand même assez favorable aux régions d'élevage à l'étang, qui se traduisent surtout par une très forte dépendance des revenus aux aides maintenant, plus que par autre chose. Et là, on a l'impression, mais là on pourra en discuter, qu'un certain nombre de modèles, disons des modèles assez intensifs, ont du mal maintenant que les prix sont bas et qu'on ne voit pas tellement remonter à moyen terme. À long terme, on ne sait pas du tout. Moyen terme, c'est plutôt 3, 4, 5 ans. Si on regarde les crises, comme on a eu crise du lait, récemment quand même aussi sur les céréales, puisque là les prix sont quand même bas depuis 2-3 ans, eh bien c'est que une forme d'agriculture qui est assez spécialisée, qui a des coûts fixes assez importants en matériel, en consommation intermédiaire aussi, qui était sans doute très adapté à des périodes de prix très hauts, commence à souffrir énormément. Et paradoxalement, on voit des modèles d'élevage, alors je reprends l'expression d'un ancien PDG de l'INRA, plus autonomes et plus économes, qui ont quand même plutôt bien résisté. La crise du lait, les élevages irlandais ont quand même beaucoup plus résisté que les élevages bretons, et ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, il y a le contexte aussi de la PAC. Là maintenant, on commence à voir un petit peu ce qui va se passer. On pourra en discuter là aussi dans l'atelier. On voit qu'il va y avoir une baisse des aides assez forte sur ce qu'on appelle le deuxième pilier de développement rural, qui est maintenant géré par les régions depuis 2015. Si ce n'est que les États membres vont avoir une grande flexibilité pour redéployer les budgets. Grosso modo, la PAC à venir, on peut plus ou moins enlever le C, puisque ce qui se prépare, c'est chaque État membre va faire des plans d'action nationaux et qui seront soumis à approbation de la Commission. Approbation sans grand moyen de contrôle, donc ça devrait être assez facilement approuvé. Et puis après, on va faire un petit peu ce qu'on veut. Et là, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais enfin, il est assez probable qu'il y ait un certain nombre de pays qui vont mettre l'essentiel du budget sur
des aides à l'investissement, des aides à la production, et du coup, ceux qui voudront les mettre sur des aides plus environnementales, et la France y est engagée, risquent de se retrouver dans des situations de concurrence assez distordues, avec évidemment des pressions, en particulier syndicales, pour dire que non, du moment qu'il y a une baisse des aides, que les autres font des aides beaucoup plus orientées vers la production, aller un petit peu vers ce qui est à craindre, un moins-disant environnemental. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc on a cette évolution de rupture un peu physique, une évolution politique avec la PAC, une évolution économique qu'on ne sait pas du tout caractériser à moyen terme. Enfin, on peut penser que, vu l'engorgement des marchés mondiaux, il n'y aura pas vraiment une grande remontée des cours des matières premières agricoles. Et puis, il y a quand même d'autres déterminants qui sont beaucoup plus importants ces quelques dernières années en fait que la PAC et les aides. C'est les aspirations de la société civile. Alors, un des grands changements qu'on n'avait pas vraiment nous anticipé, c'est quand même cette demande pour le bio là, qui fait bouger pas mal de choses, puisque dans une période où les revenus sont assez faibles, ça apparaît, y compris au sein d'agriculteurs tout à fait traditionnels qu'on a pu rencontrer, comme une question importante. Un changement culturel, se mettre plus à des itinéraires à base intrants, à des itinéraires bio. On a quand même des actions très très fortes de la société. Le bien-être animal, là, c'est devenu un lobby absolument énorme. Ça inquiète d'ailleurs beaucoup les agriculteurs parce que il y a beaucoup d'associations antispécistes, etc., qui sont quand même un petit peu bizarres, mais qui ont un poids énorme, qui ont un argent considérable. Il y a énormément de dons à ces associations, une capacité médiatique très très forte. Évidemment que tout l'aspect bien-être animal pour des productions comme les palmipèdes, ça ne va pas forcément être très très simple, quoi. On va aussi avoir des pressions, alors là, qui sont politiques, c'est sur les gaz à effet de serre. Il y a pas mal de réglementations ou de projets qui sont dans les cartons, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut que l'agriculture participe aux engagements de l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'elle réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que tous les scénarios, c'est dire si l'agriculture ne réduit pas fortement, la pression sur les autres secteurs est absolument intenable par rapport aux objectifs globaux. Donc il faut que l'agriculture participe. Or, l'agriculture, les gaz à effet de serre, c'est essentiellement quand même du méthane, hein, et puis du protoxyde d'azote, et c'est quand même pas mal les ruminants. Donc là, il y a de plus en plus des projets à Bercy, ailleurs, etc., de taxation des ruminants, ce qui peut quand même poser un assez gros problème, surtout qu'en même temps, nous, on insiste, et là-dessus, on est assez écouté par le gouvernement, qu'il faut au contraire, il faut énormément soutenir les prairies permanentes, qui sont des réserves de biodiversité, qui sont des zones de tampons pour l'eau, qui sont des zones de stockage de carbone. Alors, taxer les vaches et subventionner les arbres qui est dessous, c'est pas complètement facile à réconcilier, ce que j'essaye d'expliquer au service du Premier ministre, mais en tout cas, il va y avoir des choses là-dessus. Et puis, il y a aussi quand même le rôle des consommateurs. Là, il y a une pression très très forte. Il y a des nouvelles applications. Si vous scannez un code barre, vous les avez peut-être déjà sur votre smartphone, puisqu'en quelques mois, elles sont passées celle-là, elle est passée à 2,8 millions d'utilisateurs. Ça vous donne la composition de votre produit, d'où il vient, etc., avec des étoiles, avec des risques. Là, il y a des produits chimiques suspects, il y a des colorants 327, on ne sait pas ce que c'est, donc il y a un petit... Et puis à la fin, vous avez un score. Ça, c'est en train de vraiment changer énormément de choses. Et ça peut aussi faire un appel pour des produits de meilleure qualité. Il faut voir que la même application existe pour les cosmétiques. Et vous scannez votre cosmétique et ça vous dit si dedans il y a des trucs alors un peu bizarres, des substances, on ne sait pas trop, avec votre crème solaire. Et que chez L'Oréal, il paraît que depuis 2 mois, c'est réunion de crise sur réunion de crise. Parce que, évidemment, ça fait extrêmement peur. Et chez les producteurs alimentaires, c'est un petit peu la même chose en ce moment. Alors, si maintenant, compte tenu de ces évolutions, les acteurs du bassin veulent faire un projet, ou des projets, ou 10 ou 50 projets, pour essayer de se coordonner, d'adapter cette agriculture à un développement économique compte tenu des évolutions qu'on vient de voir,
Eh bien, déjà, là, il y a des possibilités. Quand on voit ce qui est en train de se passer sur la plupart des secteurs, l'innovation, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Nous, on le voit avec nos étudiants. Il y a 10 ans, il y a 5 ans encore, ils voulaient tous être fonctionnaires, rentrer dans le corps des ingénieurs des eaux et des forêts et distribuer des primes à la vache. Là, ils veulent absolument plus faire ça, mais ils veulent innover. Et on a soit des startups, soit des hackathons, soit tout un tas de trucs où les gens se mettent ensemble et envisagent des solutions adaptées à une question donnée. Et ça, c'est absolument impressionnant, la capacité qu'on a maintenant à pouvoir, à partir d'un problème, ne plus avoir de tabou, créer des trucs. Alors les Californiens, c'est bien plus que nous, ils ont fait des hyperloops, des machins qui vont sur Mars, etc. Mais c'est quand même un phénomène extrêmement nouveau et je crois que c'est quelque chose qu'il faut envisager à l'échelle d'un bassin comme ça, en tout cas à l'échelle de collectivité. Alors quand même, pour faire ça, il faut un petit peu, généralement, de moyens, d'argent. Donc on a essayé de regarder un petit peu ce qui pouvait être fait. Alors déjà, sur le plan de l'intérêt qu'on a ici, il faut utiliser nos atouts. Hein. On a quand même un environnement protégé. On sait qu'il y a une disposition à payer qui augmente pour une alimentation plus authentique. Aussi pour une nature préservée. Il y a des travaux académiques qui montrent quand même qu'avec l'accroissement du revenu et la raréfaction des zones naturelles, la disposition à payer devient vraiment très très élevée, c'est assez exponentiel. Hein. On parlait tout à l'heure avec je ne sais plus qui de licence de pêche au saumon en Islande. C'est un des derniers endroits où il y a vraiment des saumons qui sont quand même à $1000 par jour, rien que le permis de pêche. Et donc on voit qu'il y a, pour cette nature, quand elle est préservée, une très très forte disposition à payer. On a aussi le fait que, comme je l'ai dit, il y a une forme d'agriculture orientée sur la qualité, sur les produits à plus forte valeur ajoutée qui existent. Il y a une forme d'agriculture qui est compatible avec du tourisme, des choses comme ça. Il me semble personnellement assez clair que les avantages comparatifs, ce n'est pas dans la recherche des bas coûts pour les marchés mondiaux de matières premières indiscriminées que l'agriculture de bassin doit aller, mais plutôt dans une agriculture de qualité plus respectueuse de l'environnement. Et à ce moment-là, on a essayé de lister un certain nombre d'outils disponibles sur lesquels des dynamiques collectives pourraient s'appuyer. Alors là, on ne va peut-être pas tous les passer en revue, mais il y en a quand même qui ne sont pas suffisamment utilisés, y compris des outils européens où les évaluations de la Commission européenne disent bah, c'est dommage, ce truc-là, ça existe. Et il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Alors je pense par exemple au plan Partenariat européen pour l'innovation, le PEI Agri, où il y en a quand même quelques-uns dans la région en particulier qui ont utilisé ça, mais il y a des dynamiques collectives d'innovation qui sont tout à fait, qui peuvent absolument faire appel à ces outils-là. Et on peut aller beaucoup plus loin même, puisqu'il y a tout un tas de dispositifs très peu exploités qui sont autour d'un projet d'innovation, y compris de développement agricole, rural, en association avec de la recherche, où on pourrait penser, par exemple, que si une dynamique d'acteurs veut faire un grand projet autour de l'échelle de la rivière, de la réserve de biosphère, enfin je dis n'importe quoi parce que c'est pas du tout à moi d'envisager ça, enfin de construire, autour de produits de qualité avec une intégration avec du tourisme, avec des itinéraires à bas intrants, avec de la valorisation, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte à outils disponible pour aller très très loin jusqu'à des réseaux thématiques pilotes financés par l'Europe ou des choses comme ça. Merci.